Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient, dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Bonsoir, bienvenue. Le milliardaire américain Warren Buffett veut payer plus d'impôts. Il en a payé l'an dernier près de 7 millions, soit 17,9% de taux d'imposition. C'est, dit-il, proportionnellement beaucoup moins que ma secrétaire. Des mots de minuit, ça cherche à nuire à la bêtise. Sommaire. Il a illuminé un haut fourneau, investi des HLM et mis un slogan nazi dans la bouche de Mickey. Claude Lévesque est un artiste qui dérange et écrit la violence du monde en lettres de néon. Punk plutôt qu'activiste, il a gardé intact ses émerveillements d'enfant et sa collection de badges Nos Futurs. Hyperactif, il présente simultanément plusieurs expositions dont Basse Tension, un triptyque énigmatique, une installation lumineuse et sonore. Le noir était sa couleur, noir comme le carnet sur lequel elle consignait les noms et habitudes de ses clients, noir comme ses amants GIs américains. Griselidis Réal était prostituée, peintre et écrivain. Courtisane au pays de Calvin, elle a transformé sa condition en art pour garder la tête haute et faire la révolution. Ami et confident, Jean-Luc Hennig s'est effacé pour lui laisser la parole dans un livre réédité 30 ans après sa parution. La vie des femmes ressemble parfois à un match de boxe. Au Congo, comme dans de nombreux pays d'Afrique, elles sont encore réduites au silence malgré leur rôle majeur dans la société. Le chorégraphe de la Vallée, Didier Fono, met en scène leur combat dans sa nouvelle pièce « Ouvert », un spectacle féministe qui n'oublie pas les hommes. Les hommes et les femmes photographiés par Antoine Agoudjian portent la mémoire du génocide arménien de 1915. Petit-fils de rescapé et disciple de Robert Doisneau, il parcourt le Moyen-Orient depuis une quinzaine d'années, en quête de fantômes. Avant de venir à Paris, l'exposition Les Yeux Brûlants a été présentée en Turquie malgré le tabou historique. Incandescent, troublant, pugnace, des mots de minuit, numéro 430. Des mots de minuit 430, bien sûr, dans des mots de minuit, vous aurez le choix. On vous proposera des lectures, des expositions ou des films. De la musique, bien sûr, avec aujourd'hui Slow Joe et The Ginger Accident. On les écoutera tout à l'heure. Et puis, je suis heureux de recevoir Claude Lévesque, qui n'est pas encore un habitué de cette émission, mais qui y est déjà venu. Claude Lévesque, je suis un monstre, un élément négatif dans une société terrible, machiavélique, de plus en plus invivable. C'est ce que vous disiez au journal Le Monde, c'était en 2008 à l'occasion d'une exposition dans un haut fourneau. Pourquoi êtes-vous un monstre ? C'est une image que je donne pour un petit peu effrayer dans les foyers. Hein. Je pense pas. Vous êtes effrayant, je vous rassure. Vous êtes... Mais c'est une façon comme ça d'être un peu provocant, mais très amusé. Dans votre vie, il y a des habitations à loyer modéré, c'est là où vous naissez, c'est à Nevers, c'est dans la Nièvre. Il y a un endroit qui s'appelle Pételoux, qui est une maison. Et puis à Montreuil, il y a un lieu où vous fabriquez, où vous imaginez ce que vous allez proposer au grand public. Ce lieu, Lorenzo Ciavarignasi est allé l'explorer un peu. Voici ce que ça donne, et ensuite, on va pénétrer votre œuvre. Voilà, bonjour. Vous êtes dans ma maison à Montreuil. J'aime beaucoup ce quartier, j'aime beaucoup vivre ici. Alors, j'ai pas vraiment d'atelier, mais ici, c'est mon univers, c'est là où je travaille. Voilà, j'ai beaucoup de mobilité, donc je peux travailler aussi ici. J'écoute beaucoup de musique. Selon les périodes, selon les saisons. Là, ce matin, j'écoutais Nirvana, là. Puis de tout, j'écoute du métal, du hardcore, mais aussi de la musique classique. J'ai beaucoup de rock, plutôt punk, plutôt new wave, plutôt expérimental.
Je suis très fétichiste comme ça sur les objets qui n'ont pas forcément de rapport à rien, quoi. C'est parce que voilà, c'est des moments, je ramasse, je les installe, et puis après, bon, je les vire, j'en remets d'autres. Bon, c'est comme ça. Voilà, ça, c'est une balle que j'ai ramenée de Sarajevo. Enfin, bon, voilà, ça, c'est un flacon d'eau. C'est vrai que ça a toujours un sens, que c'est toujours lié à un moment de ma vie, tout ça, mais c'est pas... Il n'y a pas de quoi en faire un récit. Des fois, je rencontre des objets. Je ne vais pas forcément à la recherche d'objets. C'est-à-dire, dans un coin de rue, je vais voir un objet qui va me parler, comme cette chaise. Et puis, je vais penser faire quelque chose avec ça, quoi. Bon, ça, c'est mes peluches. C'est pas du tout les peluches de l'enfance, parce que quand j'étais enfant, j'étais absolument pas attiré par ça. C'est plus maintenant. C'est peut-être que je deviens un peu gaga. Il y a celle de ma maman aussi, qui a disparu, voilà, 2 ans. Bon, ça, c'est des choses comme ça, voilà. Bon, on va aller voir, là, c'est le bureau, là-haut. Donc là, bon, c'est une maquette, hein, c'est des essais qu'on fait là. On fait ça où on peut. Hein. Bon, ça, c'est pareil, c'est une chaise que j'ai trouvée dans la rue, très très belle. Là, c'est un patron de néon pour éventuellement après réaliser en néon une sorte de gribouillage, une sorte de griffure comme ça. Je lis l'Humanité, je suis abonné à ce journal qui m'intéresse pour l'information, les luttes, pour être au courant un peu de la réalité, de la situation. Et je pense que c'est un journal nécessaire. Moi, j'aime bien un journal assez critique, un peu moins branché que certains autres, ça fait du bien. Ça fait du bien? Oui, c'est vrai. Et ça vous fait rire. Parlons des luttes. Vous êtes abonné à l'Humanité. Art contemporain et lutte, est-ce que ça va ensemble? Quand on voit la place que prend l'art contemporain, la manière dont il est rapté par la finance, forcément. Oui, bon, enfin, il n'y a pas que ça. La finance, ça concerne que... Oui, mais ça achète l'art contemporain. Oui, bien sûr, ça s'achète, mais ça s'achète à différents niveaux. Il y a des collectionneurs qui s'approprient le travail parce qu'ils l'aiment. Bon, et puis après, il y a les financiers, il y a la spéculation, c'est un tout autre domaine. Mais moi, je pense que bon, l'art joue sur plusieurs plans. Mais il n'a jamais été aussi nécessaire qu'aujourd'hui, quoi, comme l'ensemble de la culture, d'ailleurs. Est-ce que vos œuvres se vendent bien? Oui, ça se vend, oui. Enfin, ça dépend, hein. Quand c'est des grosses installations, quand c'est des dispositifs éphémères, c'est difficile. Et puis, c'est difficile de les sortir du contexte dans lequel ils ont été créés. Mais après, oui, il y a des petites pièces qui sont plus autonomes et qui peuvent être acquises par des collections publiques ou privées. On va aller voir vos œuvres dans un instant, mais je voudrais qu'on reste sur ce chez vous que vous nous avez dévoilé. La collection d'objets. Dans cette émission, il est de tradition qu'on demande à chacun de venir avec un objet qu'il prolonge, comme je dis. Quel est l'objet que vous auriez choisi dans ce bordel, pardon. J'en sais rien. Je suis pas vraiment arrêté. C'est vraiment une espèce d'accumulation comme ça qui se fait. La chaise, par exemple, elle est belle, cette chaise. Oui, j'aime beaucoup cette chaise. Oui, elle va peut-être devenir une œuvre. Je ne sais pas encore. Je suis en train de me poser des questions là-dessus, autour de ça. Bon, les chaises, c'est des choses qui me touchent beaucoup, qui font partie de la banalité du quotidien, que je trouve au coin d'une rue, comme ça. Puis d'un coup, elles me parlent parce qu'elles ont des traces de vécu. Bon, là, celle qu'on a vue dans le film, elle est vraiment déstructurée. Ça, c'est une chaise que j'ai trouvée au Liban, que j'ai ramenée de là-bas. Enfin, moi, je trouve que les chaises, c'est vraiment le corps, c'est la position du corps, et ça parle partout où on les trouve. Et oui, ça, c'est un objet très marquant, enfin, vraiment très, très symptomatique du corps, du positionnement, des cultures. Il y a des chaises partout pour tout le monde. Et dans cette chaise, on pénètre déjà votre œuvre, puisque on voit le néon, on voit l'écriture. Et l'écriture, ça me ramène aux nounours, puisque votre mère est morte il y a 2 ans. L'écriture, c'est elle qui écrivait. Au départ, oui. Au départ, c'est elle qui écrit. C'est son écriture à elle. Et les nounours, pourquoi est-ce que... Vous avez quel âge quand vous ramassez les nounours? Là, c'est plutôt les nounours un peu particuliers, c'est des choses un peu intimes, on va dire que c'est des gens qui me les ont offerts. Bon, c'est lié à des gens, quoi. Voilà, c'est vraiment, on n'est pas dans les collections, on est vraiment dans des choses comme ça que j'affectionne, qui m'attendrissent. Voilà. Quand vous étiez petit, vous aviez un nounours? Non, j'étais pas du tout peluche, non. Quel est le souvenir de l'enfance? Il fallait garder un souvenir de cette enfance que vous vivez dans une cité banale, dans une ville de province banale. Moi, le souvenir, enfin, qui a marqué aussi beaucoup mon travail, puis là, je suis en train de
Je vais bientôt sortir un livre justement sur cet univers, mon univers d'enfance, familial, enfin tout ce qui a marqué aussi mon travail. Ce livre, ça s'appelle Nevers, Letlovin, puisque je suis né à Nevers, j'y ai vécu. C'est la voie de chemin de fer, très présente, près d'où on habitait, le terrain de sport, enfin une espèce d'univers comme ça, assez cinématographique, qui est resté intact aujourd'hui. J'ai même emmené Catherine Deneuve, qui intervient aussi dans le livre que je vais sortir là. Ah, c'est une Dans belle, ces lieux, c'est une belle référence. Une belle histoire. Oui. Claude Lévesque, Basse Tension, qu'est-ce que c'est que cette exposition dans laquelle on va aller se promener? C'est une exposition à Paris, et il y a d'autres lieux de cette expo. Oui, bien sûr. Ça, travail. c'est un projet que j'ai fait pour la galerie Kamel Menour, qui n'est pas un projet justement commercial, qui est vraiment une installation comme j'aime les faire et les poursuivre comme ça dans mon trajet. Et là, c'est trois installations qui sont complémentaires, puisqu'on là, on passe a d'une des pièce à une autre. première salle parapluie déchiré, Des parapluies que j'ai lacérés, que j'ai suspendus et qui s'agitent, qui bougent, qui tournoient avec l'air de ventilateur, comme ça, qui est une sorte de représentation de cataclysme, comme ça a pu être au Japon. Il y a un peu de références comme ça, le film Pluie Noire, enfin voilà. Et puis après, dans une autre salle, c'est une sorte comme un linceul posé sur un plateau de wagon suspendu à des grosses chaînes. Et avec, comme ça, dans l'aplomb, 36 chandelles suspendues qui donnent une sorte d'élévation. Et ces draps froissés, comme lorsqu'on quitte le lit. Et puis dans la troisième, donc là, c'est une enceinte de barrière de contention pour les bestiaux, pour les bœufs. Qui empêche l'accès au centre de la pièce. On ne fait que raser les murs. On a le droit de tourner autour, si j'ose dire. On a le droit que de tourner autour en rasant les murs. Et au centre de cet enclos, qui est complètement fermé, là j'ai posé un tutu qui m'a été prêté par l'Opéra de Paris. Et on entend du Tchaïkovski et là, le son, distordu. Voilà. Et ça se marre. Enfin, il y a des bœufs qui rient de voir la pauvre se planter. Ouais, enfin c'est pas ça. Les rires ont un aspect effectivement de cruauté, de moquerie, tout ça qu'on peut évidemment voir et entendre comme on le souhaite, quoi. Et si on descend au sous-sol, on a Lose Myself et là pour le coup on est dans le blanc, c'est-à-dire que oui, il n'y a que ça dans le sous-sol. C'est une sorte de sous-sol comme ça qui est comme un tunnel. Et au bout du tunnel, il y a cette phrase Lose Myself, se perdre, comme ça qui termine un peu le chemin. Comme toujours, Claude Lévesque, dans votre travail d'artiste contemporain, c'est une expérience sensorielle. C'est-à-dire que quand on entre dans la galerie, on est à la fois perturbé parce que la lumière est très faible, on est aussi perturbé par le bruit. C'est-à-dire que c'est toujours sonore, c'est toujours lumineux, et le néon tient toujours une place extrêmement importante. Pourquoi est-ce que systématiquement, vous avez besoin de la totalité du spectateur? C'est-à-dire, vous voulez ses oreilles, ses yeux, son corps, puisque vous le déstabilisez de toute façon. Oui, parce que j'aime bien jouer justement avec des moyens qui sont ceux liés à la vue, même à l'odorat parfois, puisque j'ai aussi travaillé sur l'olfactif dans certains projets. Enfin, j'aime bien comme ça susciter des sensations qui sont vraiment inhérentes à chaque sensibilité, à chaque histoire personnelle. Et qui est confronté avec ma propre histoire, puisqu'il y a à la fois une certaine charge autobiographique et en même temps liée aux réalités. Dans les charges autobiographiques, et on a l'arme aussi dans l'exposition L'étoffe du temps à l'Institut culturel Bernard Magret, c'est à Bordeaux. Est-ce que vous êtes... comment est-ce qu'on fait pour sortir de cet univers que vous évoquez? Alors, beaucoup de non-dits, beaucoup d'aliénation, les misères de la condition humaine, si on se promène chez vous. Comment est-ce qu'on s'en sort quand on lit l'Humanité? L'Humanité, c'est nécessaire. Enfin, c'est un journal quand même qui parle de la réalité, des luttes. Bon, s'en sortir, c'est difficile. Je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui des gens qui ont beaucoup de difficultés à vivre. On vit dans un monde vraiment, je pense, vraiment... On arrive au bout d'un monde assez dramatique. Mais bon, il faut être positif. Il faut justement essayer de lutter et d'être le moins passif possible pour le moins subir.
Moi, je pense que c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Après, c'est aussi dans une situation de positionnement individuel et collectif. Mais voilà, moi, après, je ne donne pas de leçons là-dessus. Je pense que c'est complexe. Hein. On vit dans un monde extrêmement complexe, très contradictoire. Je parlais de larmes, je parlais de Soleil Noir. Alors ça, c'est une exposition décorée installation à la Manufacture des Gobelins. C'est à Paris. Et puis il y a Ring of Fire, exposition plateau, au plateau du Kirchberg. Ça, c'est à Luxembourg. En ce moment, avec, on va la voir, cette caravane au perché. Oui, Comment vous avez l'idée de percher une caravane? Là, c'est dans un parc qui est dans le quartier de l'Europe, dans la ville de Luxembourg. Et c'était une façon de représenter un peu la situation de l'Europe sur l'idée de la mobilité, du nomadisme, dans une caravane vraiment tout à fait banale, mais qui est en même temps inaccessible, qui est à la fois bloquée, suspendue à cette espèce de colonne, de socle en parpaing. Et à l'intérieur, il y a toutes les étoiles comme ça de l'Union européenne, mais qui sont en même temps des étoiles célestes, des étoiles liées au ciel et tout ça. Donc ce sont il y a toutes sortes de lectures croisées de cet univers. Mais ça m'a amusé dans le contexte, cette espèce de parc un peu absurde au milieu de ce quartier de l'Europe assez désert, assez fantomatique, de jouer avec ces objets, quoi. Le contexte se prêtait à ça. C'est souvent le cas. C'est-à-dire qu'un lieu, une histoire, des anecdotes que je recueille vont me donner envie de créer des relations comme ça entre des objets, entre différents moyens qui sont aussi le son, la lumière, et créer des récits. Voilà. Ça vient assez vite. C'est souvent. Vous travaillez souvent en musique? Il y a beaucoup, oui, la musique. Quand on a vu tout à l'heure à Montreuil chez vous, alors on est plutôt heavy metal, etc., etc. Oui, ça dépend. L'hiver, j'écoute plus de musique classique. L'été, plus de métal, ça dépend. Après, j'ai besoin de musique. Moi, la musique m'aide à comprendre le monde. Hein. Elle est liée à mon quotidien. Elle me donne de l'énergie. Enfin, voilà, donc... Est-ce que le monde est aussi... beaucoup de gens, hein. Qu'est-ce qui est non dit dans votre travail? Je trouve qu'il y a beaucoup de non dit dans votre travail. Quand on sort de la galerie ou de votre travail, qu'est-ce que vous souhaitez le plus susciter chez le spectateur? Comment est-ce qu'il doit participer à votre travail? Après, je dis, j'ai pas trop de direction, j'ai pas trop de clés à donner par rapport à... Moi, je comprends qu'il y ait des gens qui comprennent certaines choses, qui en comprennent moins d'autres. C'est plutôt bien, parce que si tout était consensuel, ce serait ennuyeux. Après, je pense que tout est à la fois chargé d'autobiographie, d'histoires que j'ai peut-être pas envie de révéler autrement que par mon langage artistique. Après, chargé de réalité, sur des situations qui s'expliquent pas toujours aussi clairement. Voilà, enfin, bon, j'ai souvent dit que pour moi, c'est un travail assez classique de représentation, mais lié justement à des sujets, à des perceptions qui sont celles où on vit aujourd'hui, quoi. Alors, par exemple, il y avait évidemment cette œuvre, elle est presque emblématique de votre travail et de cette volonté, pas d'agresser, mais en tout cas de poser la totalité des problèmes. Hein. Arbeit macht frei. Ça, j'en ai entendu parler. Ça, vous en avez entendu parler. Ah oui. Et c'est repris chez Flammarion, Claude Lévesque, Le Grand Soir. Hein, là, il y a quelque chose qui dit aussi la nécessité d'écrire la mémoire. Oui, bien sûr, parce que la avec, mémoire, on la perd. Quand je parle souvent d'aliénation, c'est souvent lié à ça. C'est-à-dire que c'est très difficile de conserver une mémoire, de conserver une conscience, une mesure de ce qu'ont pu être des faits et la façon dont ils ont agi. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose d'assez réactif, à la fois provocateur, jouer sur des symboles de cette manière. J'ai d'ailleurs eu pas mal d'ennuis avec ça, hein, parce que les interprétations n'ont pas toujours été comme ce que je souhaitais vraiment exprimer, ce qui est aussi normal, parce que je ne cherche pas à donner de leçons là-dessus, je cherche plutôt à susciter des réactions, et puis toutes les réactions sont possibles, hein, aussi bien positives que négatives. Et je voulais vous montrer comment vous étiez quand vous étiez petit. C'est pas petit, ça c'est dans les années 80, Non, ça, quand même. Oui, un peu plus jeune, tout juste.
Qu'est-ce que déjà à l'époque, hein, on a une génisse qui rit, et puis il y avait déjà cette volonté des objets. Alors là, avec des rayons de vélo que vous illuminez. Ceci au passage pour souligner la sortie de cette revue qui s'appelle Ha Ha Ha. Ça n'a rien à voir avec la finance, comme je le disais tout à l'heure. C'est une revue consacrée à l'art. Merci Claude Lévesque d'avoir été avec nous. Prochain gros travail, c'est quoi ? Je prépare un projet au Liban, je vais aussi à Istanbul aussi pour un autre. Et puis après, surtout, deux gros projets cet été, c'est à l'abbaye de Fontevraud, où là, je réalise une très grosse installation dans l'abbaye. Et puis, voilà, différents autres dont je ne me souviens pas forcément à l'instant. Toute dernière question, quand votre mère vivante voyait votre travail, qu'en disait-elle ? Elle était assez fan, hein. C'est parce qu'elle-même a eu une petite carrière de peintre, tout ça, qui s'est arrêtée. Ah, vous avez de qui tenir. Hein, donc elle a prolongé un peu ça, se projeter là-dedans, quoi. C'est pour ça que la participation n'était pas anodine, quoi, de son écriture dans mon travail. Merci Claude Lévesque. Musique dans cette émission, on va écouter de la musique avec Slow Joe et The Ginger Accident. L'album s'appelle Sunny Side Up. C'est un album qui révèle en marge de la société le fruit d'une existence vouée sans aucun compromis à l'amour, au blues et à la poésie. Les arrangements sont pensés et interprétés par Cédric de la Chapelle et son quartet du Ginger Accident. Regardez, c'est beau, c'est d'une bonne qualité et cette qualité est rare. Premier extrait de Sunny Side Up, Just One Touch. Just one touch, 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 and I win more love, that's all I need. Just one kiss, 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 and I'm filled with your bliss, that's all I need. Every time I hold your hand, you know I'm flying high. Just tell me that you love me, girl, and then I'll never cry. Just one hug, just one hug, just one hug, just one hug. Hug that won't get by, that's all I need. All right, hug her with some music, boys. Every time I hold your hand, you know I'm flying high. Just tell me that you love me, girl, and then I'll never cry. Just one hug, 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 and I won't get by, that's all I need. Merci beaucoup, thank you, thank you. Merci à vous. On vous retrouve bien sûr tout à l'heure, Slow Joe. Claude Lévesque, c'était Un certain regard. La conversation, c'est Jean-Luc Guénic. Avec vous, Jean-Luc, on va évoquer Griselidis, dont les livres ou les conversations que vous avez eues avec cette femme ressortent. Cette femme qui s'est battue pour les femmes alors qu'elle était prostituée. À vos côtés, vous avez Monsieur Agoudjian. Bonjour Monsieur Agoudjian. Vous êtes photographe et vous faites un travail de mémoire que vous avez entamé parce que dans votre famille, il y a vos grands-parents qui ont été exterminés par les Turcs. Rescapés. Et rescapés aussi pour une partie de votre famille.
C'était en 1915, génocide arménien que les Turcs ne veulent pas reconnaître encore aujourd'hui. Et puis, à mes côtés, j'ai de la vallée Bidiefono. Bonjour. Vous êtes chorégraphe et avec vous, on va parler de votre dernière création et de la place de la femme, la place de la femme en Afrique et surtout de la possibilité de faire de la danse contemporaine dans le pays qui est le vôtre, c'est le Congo. On va essayer de faire tout ça. Jean-Luc Hénig, je voulais simplement évoquer cette femme en la citant sur 2 ou 3 de ces expressions qu'on retrouve dans les livres qui ressortent aujourd'hui, publiés chez Vertical. Par exemple, elle écrivait ceci: « J'écris pour me vomir tel qu'on m'a faite, j'écris pour me perpétuer tel qu'on m'a aimé et blessé, caressé et ressuscité. » Voilà ce qu'elle disait. Ou encore, elle parle de Genève, là où elle a été femme et là où elle a été prostituée, mais là où elle a écrit aussi, parce que c'est une femme écrivain. Et c'est vraiment ce que vous avez voulu dire et faire. Elle disait de cette ville qu'elle était maudite, et elle disait que cette ville maudite où l'enseignement d'un prophète impuissant, c'est Calvin, a desséché les esprits et les sexes. Et enfin, le noir est une couleur, c'est l'un des titres des livres qu'elle a écrits. Et dans ce livre débute ainsi: « Une grande enfance nous tient tous les 4 serrés », elle parle de ses 4 enfants, « en sursis dans un monde de lois qui ne nous concerne pas ». Jean-Luc Hénig, on a l'habitude de dire de vous que vous êtes un journaliste du désir, parce que vous avez fait un grand travail sur le désir, sur la sexualité, sur la marge. Quelle est l'importance aujourd'hui de cette femme avec le recul ? Alors, d'abord, j'ai été journaliste 15 ans dans ma vie, ce qui est quand même relativement peu. Donc, je suis avant tout écrivain, du désir peut-être, mais cette femme en voulait beaucoup à la Suisse, qui l'a vue naître. Elle est née en 1929, à Lausanne. Elle était d'un milieu calviniste extrêmement rigoriste. Et elle en a beaucoup souffert. Dans les années 60, c'est une femme qui a explosé, littéralement explosé. Elle a été partout, elle a vécu dans la bohème des années 60, elle a connu beaucoup de... Elle n'aimait pas les Suisses, le corps des Suisses, qui lui semblait mou. Elle aimait les Noirs, elle aimait les Arabes, elle aimait les gens différents, elle aimait les gens de jazz, elle aimait la musique orientale. Elle a vécu un peu partout, elle a été au Maroc, elle est en Tunisie, elle a été à Munich, elle a eu une expérience affreuse dans un Eros Center, elle a commencé la prostitution, donc à ce moment-là. Et puis, elle a connu des Noirs, aussi à Munich, elle a vécu la prison pour trafic de stupéfiants. Et elle est rentrée à Genève. Et dans les années 70, c'est là qu'il y a le tournant de sa vie. À Paris, elle était à Paris à l'époque, elle a connu le mouvement des prostituées. À Paris, à Lyon, à Marseille, il y avait les prostituées qui occupaient à Paris la chapelle Saint-Bernard. Elle était là. Elle s'appelait Griselidis, qui est un prénom complètement incroyable, qui est un prénom des contes de Perrault. C'est un conte de Perrault. Et puis, il y avait toutes ces femmes qui étaient là. Et ce mouvement a fait débat, parce que les féministes n'aimaient pas les prostituées. Elles pensaient que le combat des prostituées était un combat anti-féministe, encore aujourd'hui. Donc il y a eu une sorte de palabre énorme à cette époque-là. Et Griselidis s'est sentie transfigurée par ça. Et elle, qui disait au début, avant, qui disait « moi, je ne suis pas faite pour ça », elle est devenue une égérie de la prostitution. Et cette femme a aimé les hommes qu'il a payés pour... Non, Si, elle dit dans votre conversation, elle dit je donne de l'amour, mais je ne suis pas amoureuse. Oui, c'est ce qu'elle dit. D'accord, c'est du tarif. C'est du tarif. Voilà. Ah, d'accord, mais bon... Oui, elle donne de l'amour parce qu'elle fait bien son travail. En Suisse, en général, on fait bien son travail. On fait bien son travail à la condition qu'il soit bien rémunéré. Elle est morte en 2005.
Son corps a été transféré au cimetière de Genève. C'était en non, mais c'est pas n'importe quel cimetière de Genève. Non, mais il fait tout. Il n'a pas été journaliste, mais il dit tout à ma place. Mais non, c'est pas n'importe lequel. Alors dites lequel. C'est le cimetière des Rois. Le cimetière des Rois à Genève, c'est le Panthéon à Paris. C'est-à-dire que pour la première fois dans une vie, dans l'histoire de l'humanité, je n'en connais pas d'autre, une prostituée est mise au Panthéon à côté de Calvin, à côté de Borges, à côté de toutes les sommités du protestantisme local. Ce qui est quand même assez incroyable. D'ailleurs, les Suisses ne l'ont toujours pas digéré. C'est toujours aujourd'hui encore, dans les journaux la semaine dernière, il y avait « Mais pourquoi cette femme qui a tant haï les Suisses est au cimetière des Rois ?» Sur sa tombe, quand son corps est transporté, transféré, vous dites ceci, vous lui rendez hommage, et vous dites ceci. Et puis, comme un bonheur ne vient jamais seul, vous aurez aussi pour compagnon le prince des écrivains argentins, l'un des plus grands du XXe siècle, Georges-Louis Borges. Vous qui, toute votre vie, avez voulu ranger votre bibliothèque sans jamais y parvenir, il sera ravi de vous avoir à ses côtés. Car vous n'avez pas écrit, comme je l'ai lu, pour sublimer votre condition de prostituée. Vous écriviez simplement pour survivre, ce qui est la seule façon d'écrire, à la vie, à la mort. Vous avez d'ailleurs écrit depuis toujours, écrire pour ne pas mourir, vous prostituer pour ne pas mourir, c'était votre gloire. Voilà ce que vous disiez il y a 2 ans, au moment du transfert de la dépouille. Je vous propose de retrouver Griselidis Réal en 1981 dans l'émission « Aujourd'hui, Madame ». Écoutez. Il n'entre absolument pas dans mes propos de stigmatiser ni le trottoir, ni la réinsertion. Si une femme en a marre de vivre quelque chose qui ne lui plaît pas, où elle ne peut pas s'épanouir, où elle a vraiment l'impression d'être rejetée par la société entière, il faut qu'elle puisse faire autre chose. Si d'autres femmes, comme moi, vivent leur prostitution sous un autre aspect, que nous avons vraiment l'impression d'être utiles et de nous épanouir d'une certaine façon, qui n'est peut-être pas celle de tout le monde, qui est beaucoup plus difficile. Il faut avoir une certaine conscience, il faut faire certains sacrifices pour pouvoir vivre la prostitution de plein gré. Mais j'estime qu'on doit nous laisser notre vie, nos opinions, nos actions. C'était en 1981. Aujourd'hui, est-ce que ce discours-là, est-ce que ce propos-là est audible 20 ans, 80, 90, 2000, 30 ans après? Vous savez, à l'époque, il n'était déjà pas audible, tout simplement parce que la situation de la prostitution en Suisse n'est pas la même qu'à Paris ou New York. En Suisse, les prostituées sont enregistrées par les autorités. Il n'y a pas de souteneurs officiels. Bon, les filles ont des petits amis et tout ça. Et puis, ça se passe, si vous voulez, relativement bien. Il y a toujours de la drogue, il y a toujours des coups, il y a toujours des meurtres un jour ou l'autre, mais grosso modo, ça se passe bien. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, je crois, peut-être plus encore que la prostitution, même si aujourd'hui encore, on appelle ça aujourd'hui des travailleurs du sexe ou des travailleuses du sexe, très bien. Mais le beau mot de prostituée, je crois qu'on pouvait le garder. Moi, je ne suis pas pour les innovations. Mais je pense que ce qu'on peut garder aussi, c'est une femme qui a lutté toute sa vie pour la liberté, pour sa liberté. Y compris contre ses amours les plus violents. Parce qu'il y avait le sexe, on donne de l'amour, mais ces amours impossibles, ces amours ravageurs, toute sa vie. Vous disiez qu'elle aimait les Noirs et les Arabes tout à l'heure. Je vous propose d'accueillir Alexandra Lemasson, qui va lire Griselidis Réal, parlant justement de cet amant arabe. Alexandra Lemasson. Bonjour Alexandra. Bonsoir. Un jour, j'ai reçu une lettre d'une prison à Berne. Cher Griselidis, j'ai entendu une émission à la radio avec toi, alors je t'écris, je suis en prison. Et moi, ça m'a fait mal au cœur. Je lui ai répondu. T'en fais pas, mon vieux, ça passera, ça ira mieux. Et au bout de quelques lettres, il m'écrit. Je suis plus seule dans ma cellule. J'ai avec moi un berbère qui va avoir son anniversaire. Personne s'en occupe, il est très malheureux.
Est-ce que tu pourrais lui envoyer un colis d'anniversaire avec du café et du tabac? N'oublie pas une carte postale. Moi, j'ai acheté une belle carte postale. Le berbère, il doit toujours la posséder. J'avais écrit « Mon frère, t'en fais pas. Je pense à toi. Ça passera. » Bon anniversaire quand même. Ça a été le début d'une correspondance. Et pour finir, on s'écrivait tous les jours, par express. Mais des lettres d'amour, on ne s'était jamais vus. Et alors, il a fait des tentatives de suicide, des crises de nerfs. Il a tabassé les gardiens, il a cassé sa cellule pour qu'on le transporte en Suisse française. Pour finir, il a réussi à se faire transplanter là, dans la campagne. Et moi, ce berbère, j'allais le voir tous les 15 jours en train. Passer une demi-heure, 3/4 d'heure dans un parloir devant des flics. On se connaît comme ça. Et puis après, on voulait se marier. Mais la première fois que vous l'avez vu, oh, mais c'était un éblouissement. Vous savez, moi je ne savais pas ce que j'allais voir. Et en plus, un de mes serpents avait perdu un œil. J'aurais dû écouter, parce que chaque fois que mes serpents perdent leurs yeux, ça veut dire qu'il va m'arriver un immense malheur. Justement ce jour-là, un de mes serpents avait perdu un œil. Eh bien, j'ai pas écouté le serpent. J'ai dit merde, je m'en fous. Et je suis allée trouver le berbère en prison. Merci. C'est très beau, c'est très beau. C'est une femme qui inventait ses amours. C'est très beau d'inventer ses amours. Oui, c'est très beau, bravo. Merci. Alors, ce texte dans Griselidis courtisane, Vertical republie toute l'œuvre de Griselidis. Hein. Et ce que je note, c'est que dans ce même livre, il y a un extrait du carnet noir de Griselidis. C'est ce carnet dans lequel elle notait. Voilà. C'est la première fois que je l'ai vue. Elle me l'a montré. Ben, elle me l'a montré, à vrai dire, comme ça. C'est-à-dire que moi, je ne savais pas qu'elle avait un carnet noir comme ça. Elle faisait ça depuis 1 an ou 2. Et c'est un carnet où elle note. Parce qu'elle appelait ça son petit bordel populaire. Hein. Et elle note les habitués qui venaient la voir. Parce qu'on lui téléphone. Je m'appelle Robert. Robert qui ? Robert 1, Robert 2. Et puis il faut savoir très vite qui c'est ce Robert pour pas passer du temps à savoir exactement ce qu'il veut, ce qu'il cherche. Tout ça. Et alors, par exemple, on trouve ceci, Albert M. Homme doux, corpulent, sucé avec art et délicatesse, sans franc, façon flic ou civil intelligent. Antoine, artiste noiro, genre bon enfant, aime se faire sucer avec enthousiasme et doigté, gentil, 80 francs. Voir son copain Gaston le pêcheur. Ou André, de Chamonix, ressemble à Bourville, blond, un peu sentimental, doux, sucé avec délicatesse, doigt proche du cul, essayer d'entrer, point d'interrogation, éjacule dans la bouche, 80 francs. Oui, ce qui est surtout important, Des francs suisses. c'est l'argent. Des francs suisses, c'est pour ça que... C'est l'argent. C'est un carnet de compte, c'est un registre du commerce. Autrement dit, en Suisse, le travail est bien fait, mais attention, hein, il faut que ce soit correct. Correct, le mot est suisse, donc 80 francs ou 100 francs. Alors, il ne s'agit pas du tout de réhabiliter en quoi que ce soit le continent noir de la prostitution, mais là on a une œuvre littéraire, et une œuvre littéraire qui est bâtie sur une part d'ombre terrible. Et celui qui a bien connu ça, et je trouve que c'est important dans votre travail à vous, et dans ce qu'elle pouvait aimer de la littérature, notamment chez le Suisse Tchapaz par exemple, c'est Genet. Et on a retrouvé une interview de Genet en 86 qui explique justement comment on peut, de la prison ou de l'horreur, sortir de la belle œuvre. Je suis plus proche de ce que j'ai écrit, que je suis plus vrai dans ce que j'ai écrit. Parce que, vraiment, je l'ai écrit en prison. Et j'étais persuadé que je ne sortirais pas de prison. Pourquoi ? Jamais retourné en prison. Je vais essayer de vous donner une explication qui vaut ce qu'elle vaut, je ne sais pas. J'ai l'impression que vers la trentaine, 30-35 ans, j'avais en quelque sorte épuisé le charme érotique des prisons. Et des prisons pour hommes, bien sûr. Et si j'ai toujours aimé l'ombre, même gosse, je l'ai aimé peut-être
jusqu'à aller en prison. Je ne veux pas dire que j'ai commis mes vols pour aller en prison. Je les ai bien sûr, je les ai commis pour bouffer. Mais enfin, ça me conduisait peut-être intuitivement vers l'ombre, vers la prison. L'ombre, Commentaire, oui, l'ombre. la prison, tout ça, elle aimait ce continent-là. C'était en dehors de la prostitution. La prostitution, c'est la nuit. C'est la nuit, les rues qu'on arpente, ce côté nomade qui a toujours été celui de Chrysalidis, ces rues qu'on arpente la nuit, le danger, les dangers, les couteaux, les trucs, enfin bon, on se fait... Et puis, à côté, il y avait les hommes de l'ombre, ces amours. Les hommes de l'ombre, des hommes qui étaient toujours des réprouvés, des types qui sortaient de l'asile psychiatrique, des types impossibles qui étaient en tôle, des types qui faisaient des trafics différents, etc. C'est ces hommes-là qu'elle cherchait, c'est ces hommes-là qu'elle voulait, c'était ces amours impossibles qu'elle voulait. Parce qu'il y avait quelque chose là de fort, de violent, et là on touchait quelque chose de proche de Genet. C'est évident qu'elle aimait beaucoup Genet. Elle a beaucoup aimé aussi Henri Miller, pour des raisons différentes. Je voudrais qu'on s'arrête maintenant un tout petit peu sur vous. Jean-Luc Guénig. Alors, bien sûr, que 15 ans de journalisme, mais c'est toujours votre vie d'écriture. Pourquoi est-ce que la marge vous a toujours fasciné à ce point ? Et une marge questionnée, puisque le questionnement est votre mode d'écrivain ou était votre mode de journaliste? Oui, c'est plutôt la parole des autres, disons. Mais bon, pourquoi ? Pour les mêmes raisons que Griselidis, pour les mêmes raisons que Genet, tout simplement pour des raisons de vérité. Je pense que la vérité est là. Elle n'est pas ailleurs. En effet, quelles que soient les formes de cette marge, quelles que soient les formes, quels que soient les goûts. J'aimais les marges, j'ai toujours aimé les marges. Alors, j'ai fait un livre entier sur la morgue, sur les morgues aux États-Unis, en France. J'ai fait des livres entiers qui parlent de sexe. Et puis maintenant, j'ai envie, en effet, de parler de ça, de l'amour impossible. C'est pour ça que ça vient en ce moment de l'amour qui peut-être ne peut pas exister. Et ça me paraît fondamental aujourd'hui. De la Vallée Bidiefono, comment fait écho chez vous ce que dit, à la fois ce que disent Griselidis et Jean-Luc Guénig ? Qu'est-ce que vous entendez de ce qu'il dit ? Comment est-ce que vous pouvez réagir à ce qu'il vient de dire ? La marge, vous êtes aussi à la marge au Congo quand il s'agit de faire de la chorégraphie, vous êtes des hurluberlus. Moi, j'aime bien quand tu parles de la vérité, quoi. Ouais, je crois qu'il n'y a pas de différence, en fait, par rapport à... Même moi, dans ma chorégraphie aussi, je pense qu'il y a... Non, il n'y a pas de différence, quoi. Quand j'ai envie d'installer un truc, je l'installe, quoi. Antoine Agoudjan, vous, le combat pour la vérité, c'est votre combat de toujours. Depuis qu'il y a eu une révélation. Hein. Ouais, une vérité, enfin plutôt... essayer de comprendre de comprendre ce qu'un l'héritage d'une aventure peut procurer sur ce besoin de recherche de vérité, quoi. Pourquoi elle a été enterrée dans ce cimetière ? Parce que des amis ont soutenu. Et vous savez, elle était assez peu connue. Quel pied de nez, c'est magnifique, hein, quand on réfléchit, c'est magnifique. Vous savez, c'est un destin nous ne devrions pas être là en train de parler d'elle. C'est grâce à Yves Pagès aux éditions Verticales, mais c'est lui qui l'a ressuscité. Bon, moi, je l'ai aidé à travailler, je l'ai aidé à publier, je l'ai forcé, mais c'est quand même Pagès, c'est lui. Sinon, elle n'existerait pas aujourd'hui. Et alors, en 2005, elle était une petite diva à Genève. Elle était très connue, mais dans un milieu local. Et elle a explosé. Elle a explosé en 2005. Et pourquoi est-ce qu'elle est... Parce que des gens se sont dit... parce qu'il y a eu une conjonction politique favorable à Genève, grosso modo, c'est ça. Hein. Et conjonction politique favorable au conseil municipal. Et c'est comme ça qu'elle a pu
entrer, mais c'est hallucinant. Il n'y a eu C'est- aucun détracteur, en fait. Personne ne s'est opposé. Évidemment que oui, y compris chez les socialistes. Ah, ils y étaient avec compris des- chez les socialistes. Y compris chez les socialistes. Bien sûr. François Hollande était contre. Non, nous sommes à Genève. Ah pardon, C'est la Suisse. Excusez-moi. Deux choses. Il y en a une que moi j'aime bien, une autre qui me trouble un tout petit peu pour boucler cette partie de la conversation. L'écrivain du désir que vous êtes, Jean-Luc Guénig, Brève histoire des fesses, c'est chez Zulma. Et ceci, parce que vous Oui, écrivez... Zulma, oui. C'est Zulma. Zulma était une femme qui a été la correspondante de Balzac. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Absolument. Oui. Donc, Zulma. Donc, de Un beau prénom, Zulma. beau prénom arabe. Voilà, ça s'appelle Grec, le chapitre, et tout ça pour dire que vous avez une plume, quoi. Hein. Merci. C'est gentil. Et du bonheur d'expression. C'est assurément en Grèce que la fesse parvint à son plus haut point de perfection. Juvénile et sportive, la fesse grecque est mâle avant d'être féminine, mâle et ocre rouge, couleur de l'argile des vases. La fesse grecque est surtout une fesse travaillée par le soleil. La fesse féminine, en revanche, a toujours été blanche comme du lait frais. Ça vous inspire, la fesse, vous? Chez un danseur, non? Oui. Oh non. L'idée du corps, quand même. Oui, c'est quelque chose en fait. Ouais, la fesse. Enfin, dans le corps, plus généralement, quoi. C'était. Enfin, je veux dire, quand on regarde quand on regarde vos spectacles, il y a quand même, il y a une sportivité, il y a un beau corps. Il y a systématiquement plutôt un beau corps dans vos spectacles. Est-ce qu'il y a un travail sur ce corps? Ben oui, en fait, moi, je crois que anatomiquement parlant, la transformation Vous du avez de corps belles fesses, commence hein. par les fesses. Pour nous, les danseurs ou danseuses, quoi. Voilà, tu reconnais quand même, tu reconnais un bon travailleur ou bien quelqu'un qui travaille beaucoup le corps par ses fesses. Et c'est bien arrondi, bien. Puis le type de danse en plus, c'est-à-dire que les danseurs classiques, ils ont deux boules en Ah haut. ouais, mais moi je fais pas de la danse classique. Non, mais je veux dire, c'est bien. que le physique est modelé par rapport au type de danse en plus. Ouais, c'est par rapport au type de danse. Mais moi, par rapport à ce que je pratique, en fait, je reconnais une danseuse qui avance, qui évolue dans mon école, en fait, entre guillemets. Je reconnais ça en regardant comment elle est debout. Voilà, tu remarques son corps, comment ça se développe en fait. Et à partir de là, en tout cas, ouais, moi, j'ai toujours été attiré en fait par cette partie du corps en fait, quoi, qui est super importante. Je pose encore une dernière question à Jean-Luc Guénig parce que, à propos de Sperme Noir, un de vos autres livres, vous confiez à nos confrères de Libération en 2006, vous disiez ceci. Simplement, je pose pour principe, comme on le faisait à l'époque, qu'un garçon ou une fille pubère doit pouvoir aimer qui bon lui semble sans encourir ou faire encourir les foudres de la justice temporelle, que cela est inacceptable, qu'un garçon ou une fille n'a pas d'emblée à refuser son corps, comme on le lui enjoint partout aujourd'hui, mais à en disposer comme bon lui semble. Encore une fois, est-ce que c'est audible aujourd'hui? Est-ce que c'est encore disside ce genre de propos? Pas, ça, c'est pas mon... C'est pas votre truc? Ah non, je viens de rendre la semaine dernière un manuscrit à un éditeur que je ne connais pas. Et c'est sur un de mes premiers amours, j'avais 13 ans. Mon premier amour était à 9 ans. Donc je pense en effet que je suis en droit de dire que quand on a 9 ans ou quand on a 13 ans, on peut disposer de son corps. Et non seulement on peut en disposer, mais on a le droit de dire non ou oui. Pas simplement non, mais oui aussi. Rue des Lombards, Jane et Evelyn Atwood, c'est publié aux éditions Xavier Barral. C'est un des, oui, c'est magnifique. C'est un des premiers travaux photographiques de cette Américaine installée à Paris. Ah, oui. Et rue des Lombards, c'était la rue des prostituées. Et il y a ce travail qu'elle a fait alors qu'elle était jeune et qu'elle essayait de débuter. Et elle s'est approchée de ces femmes dont certaines devenues des amies. Et ce livre est aujourd'hui très beau. Publié. Comment est-ce que vous entendez ce que dit Jean-Luc Guénig, Antoine Abidjan? Ce que je retiens, c'est que tout est réuni pour que cette femme, elle soit stigmatisée, critiquée, qu'on la mette dans le placard avec l'étiquette. Et en fait... ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est justement ce qu'il en a fait, quoi. C'est qu'il a été au fond des choses et elle a une œuvre, cette femme. Elle a réalisé quelque chose qui a fait avancer les choses. Et donc, je trouve que c'est ça qui est beau, quoi. C'est qu'on voit l'humanité d'une personne qui, au-delà de la fonction qu'elle pouvait avoir, critiquable ou pas critiquable, c'est pas le sujet. C'est qu'elle était
systématiquement et constamment dans une idée de combat iconoclaste contre un ordre établi, quoi. Et voilà, c'est ça que je trouve admirable. De la Vallée, Bidier-Fono, le spectacle actuel que vous présentez, cette émission s'appelle Des mots de minuit, et votre spectacle a pour titre « Ou vers ». Qu'est-ce à dire, cher monsieur? Pourquoi ouvert? Bon, ben là, en fait, dans la pièce ouverte, je parle d'une ouverture d'esprit aujourd'hui dans mon pays et mon continent africain, parce que je viens du Congo, moi, du Congo-Brazzaville. Et donc, en fait, je parle d'une ouverture en fait, des gens, ou une ouverture d'idéologie ou de philosophie qui est complètement enfermée ou égarée. Les gens, ils sont complètement égarés dans une idéologie qui peut-être que je peux appeler vieille, ou c'est pas un tout petit peu égaré en fait, quoi, dans la vision de la femme aujourd'hui dans le continent et la vision de danseur que je suis. En fait, je pratique de la danse contemporaine, donc pour moi, c'est de mon continent, c'est en fait, c'est une danse qui n'est pas acceptée. Vous êtes à la marge. Voilà. Et donc ouais, cette pièce d'ouverture, vraiment, je parle de ces portes-là, des portes qu'on a dans la tête. C'est pas seulement une porte qu'on peut ouvrir comme ça, mais une porte, ouvrir aussi les portes qu'on a dans la tête, qui a été longtemps fermée, je crois. Donc, et ouvert s'écrit OU accent grave, voilà, c'est un questionnement. Oui, c'est un questionnement. On regarde un extrait de ce spectacle avec Ella Ganga, Camille Tollier et vous, bien sûr. Extrait. Pourquoi, on le voit dans ce spectacle, donc il y a de la musique, c'est très rythmé. Pourquoi est-ce que la boxe est l'un des thèmes du spectacle, et pourquoi est-ce que la conversation ou la parole non aboutie, puisqu'on a des gens qui réclament la parole mais qui n'émettent pas de son, pourquoi est-ce que ce sont deux des thèmes de votre spectacle? Alors, j'ai toujours dit, j'ai comme l'impression que je suis né dans un terrain de boxe, en fait. Je vis dans un ring de boxe où il faut se battre pour survivre, en fait, pour faire valoir ce que je fais comme danse. Je suis obligé de me battre. Donc, je montre ça beaucoup. Et aussi, à cet endroit-là où les gens ils parlent et on n'entend pas les paroles qui sortent, mais c'est des gens qui sont bâillonnés, en tout cas. Des gens qui décident, qui aiment un truc ou bien qui le font avec amour et qui veulent en faire un métier à part entière, parce que la danse, c'est aussi un travail à part entière, même si c'est chez nous, ce n'est pas le cas. Mais ces personnes-là, ils le réclament, en fait. Ils réclament une liberté de ce qu'ils font, en fait. Mais cette liberté-là, elle n'est pas donnée, quoi, en fait. Voilà. Donc, la condition de la femme dans votre spectacle, elle est intéressante, puisque la femme africaine telle que vous la mettez dans votre proposition chorégraphique, elle est plutôt parfaite. C'est-à-dire que c'est elle qui triomphe. Et la femme blanche, à un moment, est caricaturée dans un rouge à lèvres qu'elle étale sur toute sa bouche, ou dans des lunettes de soleil auxquelles il manque un verre. Est-ce que le message est aussi évident que ça? Oui, bien sûr. Là, en fait, je montre un tout petit peu le regard qu'il peut avoir, en fait, entre une femme africaine et une femme occidentale, parce que je viens beaucoup ici, quand même.
Et en venant ici, je comprends les choses, je comprends la liberté que la femme a ici et le manque de liberté que la femme n'a pas chez nous. Et donc à cet endroit-là, en fait, je parle d'une femme fatale, une femme occidentale qui est complètement déprimée dans sa vie, qui est en même temps aussi envie par exemple, d'essayer une robe, qui rentre dans une boutique qui n'a pas les moyens peut-être de s'en offrir. Et après, bon voilà, donc du coup, en même temps déçue et déprimée par rapport à ça, par rapport à sa beauté, elle se sent mal dans sa peau et tout ça. Donc je parle un tout petit peu de la différence de ces corps-là. Et en même temps, le regard que la femme occidentale aussi peut avoir d'une femme africaine qui est complètement aussi pas acceptée dans la société, mais qui se bat aussi dans cette société africaine, de poser une empreinte, de poser une parole en tout cas. Quoi. Donc, Pourquoi votre spectacle précédent, c'était en 2009, s'appelait, écoutez, alors ça s'appelait Empreinte, on posera les mots après. Donc j'ai compris que vous n'aviez toujours pas trouvé les mots, même si vous avez l'articulation des mots. Mais enfin, il y a pas. Mais c'est intéressant. Donc quand est-ce que la parole sera dite? Quand est-ce que sur ces empreintes que vous essayez de mettre, la parole va arriver pour vous? Qu'est-ce qu'il faut pour que la parole arrive? Je crois que pour que la parole arrive, il faut des actions. Pour moi, il faut qu'il y ait des actions. Il faut que je me sente accepté dans cette société africaine ou du monde, éventuellement. Et il faut que je sente aussi que les actions se posent, qu'on a des structures maintenant, peut-être, parce que je me bats pour ça, je me bats pour qu'il y ait quand même des structures chez nous. On n'a pas des structures, on n'a pas de salle de cinéma, pas de salle de théâtre, pas de musée. Est-ce que vous avez des spectateurs? On a des spectateurs. En tout cas, ça, on s'est battu en fait depuis. Moi, je fais partie des pionniers en fait, des pionniers en fait à Brazzaville. Je me rappelle quand j'ai commencé, on était 3 et c'était dur, quoi. C'était très dur. Même, on était obligé de jouer dans des marchés, dans des bouillasses chez nous avec la pluie. Donc il y a plein de bouillasses partout. On joue dans les marchés, dans les églises et tout ça. Et donc du coup, tout ça, c'était pour sensibiliser, pour que les gens. Et nous trouvaient. Moi, dans mon pays, on m'appelle un fou quand on me dit le fou qui voyage. On dit ça, de la vallée, c'est un fou, mais il voyage. Parce que, et pour eux, donc, voilà, on danse dans la rue, on danse, je sais pas quoi. Et donc, pour moi, c'était un moment, une période de sensibilisation, une période de... Comment est-ce que vous réussissez à devenir danseur? Ouh, je sais pas... Non, vous dites à papa et maman, je veux devenir danseur? Non, on n'a pas d'école de danse, déjà. Moi, je suis autodidacte, donc je ne suis pas sorti d'une école de danse. Je suis né avec ce mouvement-là. Et... Je me rappelle quand j'étais gosse, on avait un bar. Donc dans ce bar venaient des Français, des Cubains et tout ça. Ouais, ça aide. Et donc ça, c'est des trucs qui m'ont vachement aussi aidé. Tout le temps, j'avais le rythme et je voyais les gens danser. J'étais gosse. Et après, je ne savais pas que je devais être chorégraphe, quoi. Mais je grandis avec le mouvement et du coup... je crois que c'est un tout petit peu ces choses-là qui m'ont amené à danser aujourd'hui. Et vous le devenez de belle manière. À Avignon, c'était l'année dernière, me semble-t-il, avec David Lescaut. Vous proposez un spectacle qui s'appelle 33 tours, qui va être repris à Rennes prochainement, qui va devenir 45 tours. Parce que 33 tours, c'était 33 minutes. Maintenant, ça va être... On aura un disque d'or bientôt. Et ce sera repris l'année d'après, et ça s'appellera Disque d'or. Extrait de ce spectacle, et on parle de la proposition... qu'il offre. Regardez. Je voudrais que tu sois mon corps. Oh, si tu étais mon corps. Oh, si tu étais mon corps. Toi, tu n'es qu'un corps. Toi, tu n'es pas lourd. Toi, tu sais placer ta pensée dans tes coudes. Oh, si tu étais mon corps. Avec ce corps qui est ton corps, ce corps qui est tout entier toi. Tes pensées ne t'alourdissent pas, toi. Tes pensées ne t'alourdissent pas. Si, toi aussi, si. Toi aussi, tes pensées t'alourdissent. Non, tes pensées, toi, tes pensées, tu les consumes dans la chaudière de tes muscles, tu les dissous, ton corps te les dissout, toi, tes pensées, toi, ton corps te les dissout, tes pensées. Non, tes pensées, ton corps te les dissout pas. Non, tu sues, c'est bien, c'est bon, tu sues quoi, tu sues la sueur, tu t'essors, qu'est-ce que tu sues quoi, qu'est-ce que t'as à suer, c'est quoi qui sue, ça sue quoi? Tu sues ce que t'as avalé quoi pour suer comme ça? Tu transpires tout, tu t'essors, tu exsudes la sueur, c'est quoi? Tu perds quoi? Tu perds tout, tu perds quoi? Ne dis pas. Commentaire. En fait, expliquez-moi. Ce que j'aime bien à cet endroit-là, sous le travail que j'ai avec David Lescaut, c'est le corps et la tête. Parce que David, moi je fais un peu le corps. Voir un mec baraqué, tout ça. Tout à l'heure, je disais... baraqué, ça va. Je suis pas trop baraqué, bien sûr. Non, mais je disais tout à l'heure, qu'est-ce que je vais aller faire à la télé, quoi?
je vais à la télé, attends, la chorégraphie, je vais aller danser ou quoi? Parce que, attends, un danseur sur une chaîne, sur un plateau de télé, attends, nous on parle avec le corps, je parle pas avec la bouche, quoi. Donc je disais ça. Et donc ça me rappelle un tout petit peu ça. En fait, vous parlez normalement. Oui, hein. bien sûr. Non mais. Ouais, avec David Lescaut, c'est un tout petit peu ça. Vraiment, c'était genre le corps et la tête, quoi. Lui, voilà, c'est un auteur, musicien aussi, parce qu'il est trompettiste, génial, j'aime bien. Et donc moi, j'ai ramené un peu le côté... Et lui aussi, il a chorégraphié des trucs. Donc du coup, on a alterné des trucs. Moi, j'ai écrit aussi des textes. J'ai écrit des textes dans ma langue. En plus, vous savez écrire. J'ai écrit des textes dans ma langue et c'était sympa. Et donc lui aussi, voilà. Donc il a joué aussi mes textes. Moi aussi, j'ai joué aussi le sien. Et donc l'idée, en fait, c'était de monter une... C'était pas une pièce, mais de faire sortir un album. Voilà. Faire sortir un album de 11 titres. Il y avait des liens ou pas, on s'en foutait. Mais ce qui était intéressant, c'est que chacun mettait un truc, tout ça. On parlait un tout petit peu de la femme, de la sexualité, de la musique, de la danse, du théâtre, de la politique. Et donc on a réussi d'en faire... Arrêtons-nous sur politique. Tiens, vous avez dit un mot intéressant, politique. L'art, la politique, est-ce que l'art sert à faire de la politique? Est-ce que comme artiste, vous avez un message à délivrer? Je vais quand même utiliser ces poncifs-là. Et après vous avoir présenté un extrait d'un spectacle qui s'appelle Congo My Body. C'est un spectacle qui a été imaginé à partir de textes de Serge Amizi, qui a été un enfant soldat au Congo. Son livre est sorti et édité aux éditions Vendailleurs. Et là, le spectacle mêle à la fois la danse, mêle les marionnettes, pour dire ce que c'est que la situation d'un enfant soldat, ou ce qu'a pu être la situation d'un enfant soldat, dont on a beaucoup parlé dans les années 90. Regardez. Devant moi, il n'y avait pas la route, et derrière moi, il n'y a pas la route. Mon corps est fatigué. Je me suis mis par terre et suis commencé à parler avec mon arme, comme si je parlais avec quelqu'un. Je parle avec mon arme que, voilà, moi, je suis perdu la route parce que je suis loin de mes parents. C'est ainsi que je suis devenu promeneur. Arme, montre-moi la route. Peut-être toi, tu peux savoir. Mais comme toi, tu es près de moi, c'est toi qui me donnes la force de chercher la route. Comment alors? Mais non! Comment? Boya. Yo, vous êtes en 60, nous, vous êtes 40. Vous avez compris? Attends, mais Dios va se menyorar comment Congo My Body, ne ratez pas, c'est un spectacle qui est en tournée en France et à l'étranger. Vous connaissiez ce spectacle? Vous en avez entendu parler? Entendu parler. Alors, ma question, c'est comment votre engagement, ça s'arrête à mettre en chorégraphie la situation de la femme au Congo? Ou est-ce que politiquement, vous avez d'autres engagements? Ouais, bien sûr. Moi, je reste un artiste super engagé dans mon pays, quoi. Et tout à l'heure, comme je disais, tant que on ne trouve pas le compte, en fait, je vais continuer à dire des choses, à dénoncer des choses. J'ai fait Empreinte, là j'ai fait Ouvert. Et ouais, pour moi, c'est très important, quoi, de continuer de... Si c'est que pour le changement... Est-ce qu'il y a un œil du regard du pouvoir politique sur ce que vous faites? Non, je crois pas. Ils ont d'autres choses à faire. Ils ont d'autres choses à faire. En fait, ils ont d'autres priorités, je crois, par rapport à ça. Parce que ce que j'ai fait, en fait, c'est que nous faisons à Brazzaville, on appelle ça la nouvelle colonisation, en fait. Mais c'est pas que le gouvernement, c'est aussi dans nos familles, tout ça. Ils appellent ça la danse des Blancs. Donc c'est un tout petit peu, on fait plaisir aux Blancs, quoi. Et moi, ça me fait un peu... Et oui. On s'arrête 2 minutes. Ce que vous venez de dire m'offre la possibilité de vous offrir un mot à mot. Donc vous allez me suivre. Messieurs, je vous l'emprunte 2 minutes et on va au mot à mot. Levez-vous, s'il vous plaît. Non, de l'autre côté. Voilà, vous vous mettez là. C'est quoi mot à mot? Un mot à mot, je vais vous proposer 5 mots.
Je vais vous demander de réfléchir, voilà, ce qui vous vient, comment vous avez envie. Et le premier mot, c'est art contemporain. C'est une expression, art contemporain. Si je vous dis art contemporain, qu'est-ce que vous avez envie de me répondre? Ben, que le premier jour que j'ai entendu ce mot, j'avais 15 ans. Et ça fait quoi quand on entend pour la première fois ce mot? Ben, moi, ça m'a fait bizarre en tout cas, parce que c'était en même temps une découverte d'un nouveau mot, c'est contemporain, et c'est quoi ce truc et tout. Vous avez regardé dans le dictionnaire? Non, il n'y en avait pas. Je suis allé le regarder, mais c'était ouh, c'est quoi ce mot, quoi. Mais bon. Deuxième mot, c'est galère. Galère, ben moi. Vous êtes une galère, vous? Bah non, j'ai comme l'impression que j'ai... Vous en avez chié, quoi. J'en ai chié quand même. Et je continue toujours, en tout cas, quoi. Avec ma compagnie et tout ça. Ouais. On en chie chaque jour. Tous les jours? Voilà, tous les jours. Il faut... En même temps, le spectacle que vous faites est beau, hein. Il y a une belle... donc ça vaut le coup de... Enfin, c'est une galère qui est récompensée. Empreinte. Urgence. Action. Action. Chercher à faire plutôt qu'à dire. Je parle de ma nouvelle de ma précédente création. C'est un peu ça, quoi. On vous sent d'une énergie inépuisable. C'est un tout petit peu le côté positif que j'ai, en tout cas. Quel âge avez-vous? J'ai 32 ans. Armes. 93. La guerre de Brazzaville, la guerre du Congo. Qu'est-ce qu'il en reste dans votre mémoire? C'est compliqué d'en parler, en tout cas. Pour moi, c'est violent, quoi, en tout cas. Ça m'a laissé des déchirures, en tout cas, quoi. Voilà, j'ai vécu un moment... Moi, je suis né à Pointe-Noire, donc la guerre n'était pas arrivée à Pointe-Noire. C'était à Brazzaville, et moi, j'avais des familles à Brazza et tout ça. Et donc, on recevait tout le temps des... Pointe-Noire, c'est le pétrole? Pointe-Noire, c'est le pétrole, c'est la capitale économique. Mais c'était très, très dur, quoi. C'est même mieux de vivre le truc en vrai que d'être éloigné. Pas savoir. Pas savoir, quoi. Écouter, ou tout ça. Même vous, quand vous êtes en France, ici, ce qui se passe en Afghanistan, ça fait un énorme choc, quoi. J'ai un dernier mot, c'est colonisation. Colonisation... Qu'est-ce que j'ai pensé à colonisation? Ou décolonisation, éventuellement, mais... ou indépendance, si vous voulez. Mais non, je pensais à colonisation. Qu'est-ce qu'il en reste? Est-ce que dans les générations qui sont les vôtres, la colonisation a laissé des traces? Ou comment est-ce que vous percevez ces traces-là, cette empreinte de la colonisation? Moi, je crois que la colonisation a laissé des traces négatives. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. J'ai comme l'impression que la colonisation, elle est toujours là. Parce que rien n'a bougé. Depuis que le blanc il est parti, tout ce qu'il a laissé, il a toujours... Depuis que le blanc? Depuis que le blanc il est reparti. Ouais. Donc après la colonisation, le blanc il est reparti. L'Afrique, il y a des pays africains qui ont demandé l'indépendance et tout ça. Il a laissé des Noirs à son image. Et il a laissé... J'ai comme l'impression que cette image-là, elle est toujours là. Mais bien sûr, cette image-là est toujours là jusqu'à aujourd'hui. Donc... c'est pour moi, ouais, c'est pour ça que moi, quand j'entends le mot colonisation, j'ai comme l'impression qu'on est toujours dans cette, on est toujours là-dedans. Rejoignons nos amis dans la conversation, si vous voulez bien. Et puis on va poursuivre cette conversation avec vous, Antoine. Et je pense que s'il y avait un mot à récupérer de la vallée, c'est le mot empreinte. Et en ce qui vous concerne, effectivement, l'idée de trouver des empreintes et donc de réécrire une histoire ou de structurer une mémoire, c'est le boulot de toute une vie. Enfin, en tout cas, ça ressemble à ça, le travail que vous faites et que vous exposez à Paris. Oui, c'est devenu une quête, une recherche d'empreintes, quoi. Moi, ma génération, elle a connu les rescapés du génocide arménien, mes grands-parents et les grands-parents, parce que la ville dans laquelle je vivais, Alfortville, c'était surtout leur ville, en fait.
Et ils nous ont transmis un héritage, mais pas en, en nous l'imposant tous les jours, génocide, génocide, génocide. Mais donc génocide, hein, on se situe entre, je crois que c'est au printemps 1915. Voilà, ça a débuté par l'arrestation des 1916. intellectuels arméniens à Istanbul en 1915, le 24 avril. Et le mouvement des jeunes Turcs, exactement. On est dans la Deuxième Guerre mondiale, et là, pour les estimations, on est à plus d'un 1 500 000. 1 500 000 Arméniens exterminés. Alors, la trace, on l'entend bien dans l'histoire que vous raconte la famille, les grands-parents, etc. Mais quel est le moment déclencheur de ce besoin d'aller rechercher la trace des Arméniens ou l'empreinte laissée par les Arméniens survivants? Alors moi, j'ai eu la chance de faire de la danse très tôt, en fait. Vous avez fait de la danse? Ouais, j'ai été danseur. J'ai même fait danseur professionnel après, pendant une courte période. Mais ce que je retiens dans tout ce qu'il dit, c'est plutôt, moi, ce qui me séduit dans son histoire, c'est la nécessité de faire sans avoir une formation, sans avoir un maître ou quelqu'un de plus âgé qui lui donne le relais pour lui dire, voilà, je vais t'enseigner la danse. C'est cette nécessité intérieure. Il est venu à la danse sans réellement réfléchir, en fait. Et c'est ça qui me plaît, en fait. Et moi, c'est un peu pareil. C'est que je me suis... la rencontre avec le médium photographique m'a permis de pouvoir expliquer un univers intérieur, mais c'était plus une nécessité, en fait. Vous aviez de belles fesses? Les danseurs, ils ont des belles fesses. Ouais. Je ne sais pas si j'ai des belles fesses, c'est un peu loin pour, c'est un peu loin pour regarder. Mais Enig est ravi parce que du coup... Il a arrêté, c'est parce qu'il n'avait pas de belles fesses. Exactement, voilà. On n'arrête jamais la danse. En fait, je continue, mais parce que ma femme est chorégraphe. Et de temps en temps, elle me met dans ses spectacles quand elle a besoin d'un vieillard, on va dire. Mais la danse, pour moi, c'est important parce que ça a été mon premier contact avec... Pardon? Un vieillard né en 1961. Voilà. Voilà. C'est un vieillard pour la danse. En fait, ça a été mon premier contact direct avec mes origines, puisque comme c'était de la danse folklorique et que quand on faisait des spectacles de danse folklorique arménienne, à ce moment-là, j'étais un Arménien dans un village, quoi. C'était une accession à la terre directe. Et ça a démarré par la danse et ça s'est transformé à l'époque de ma rencontre avec la photographie, parce que la photographie était un médium qui me permettait d'aller beaucoup plus loin, en fait. Alors la photographie, justement, ce passage du folklorique à l'évidence du besoin de laisser une trace, c'est un événement. En décembre 1988, un tremblement de terre secoue l'Arménie. Quelques images de l'époque. Deux villes, deux cités, Leninakan et Spitak sont à présent comme de vastes cimetières et déjà la polémique commence. Les spécialistes soviétiques des tremblements de terre affirment que la catastrophe était prévisible, que les carences de l'administration ont été inacceptables. Déjà, Perestroïka et Glasnost se sont emparés de ce séisme. Là-bas, la nuit, il fait -20. Eux ont décidé de rester. Aucune nouvelle de leurs parents. Ils attendent. Ils logent sous la tente. Les rares immeubles encore debout sont menacés par cette terre qui peut trembler à tout moment. Et c'est à ce moment-là que le vecteur ou le médium photo arrive. Oui, en fait, je débutais la photographie, moi, à cette époque. Et il faut replacer ça dans le contexte. On est en URSS, là. C'est-à-dire qu'on est encore dans le bloc de l'Est. Le gouvernement soviétique est débordé par l'ampleur de la tragédie, quoi, un génocide massif. En plus, il faut savoir que le système a favorisé la spéculation et les constructions n'étaient pas faites aux normes. Donc toutes ces maisons se sont... c'était un séisme je crois, 7 ou 8 Hervé Brodini le précise pas dans son reportage, c'est 6,9 sur l'échelle de Richter. Voilà, et les bilans estimés sont entre 25 et 30 000. Il y a eu le même en Californie, il y a eu 4 morts, et encore, je crois qu'il y en a 2, c'était une crise cardiaque, quoi. Donc, dans ce pays, la façon avec laquelle ils ont construit les maisons, ça a fait que ça a été une tragédie. Ils ont, je crois, décrété 25 000 morts, mais il y en avait plus de 100 000, quoi. Donc, il fallait sur place des coordinateurs, des logisticiens, des interprètes. Ils étaient très vite débordés et très vite, ils ont ouvert les frontières et ça a eu la possibilité d'aller avec l'aide humanitaire pour... Et donc, vous y allez. Et aujourd'hui, il y a un retour et un regard sur le travail que vous avez commencé à l'époque avec cette exposition Les yeux brûlants, mémoire des Arméniens à la Galerie Matignon à Paris. On va regarder quelques-unes des photos, si vous voulez bien. Et peut-être que... Dites-nous dans quel esprit vous travaillez. Au début, c'était... Alors qu'on se promène dans l'exposition. C'était une quête d'archives au début, c'est-à-dire, voilà, je débute la photo, je vais sur place, et comme pour moi, c'était le premier pied sur la terre, on va dire, l'idée, c'était d'avoir des témoignages d'Arméniens qui vivent sur une terre arménienne, mais très vite, ça s'est transformé
j'ai eu plus la volonté d'écouter mon histoire imaginaire que reporter des choses. Donc très vite, je suis devenu plutôt dans une démarche artistique, celle qui consistait à utiliser ces images pour raconter une histoire dont j'avais hérité. Quels sont les pays que vous parcourez pour... Alors, je débute par Jérusalem en 99, je poursuis par le Liban, Syrie, ça faisait partie de l'Empire ottoman, tout ça. C'est cette région qui m'intéresse. Cette région où a existé cette histoire avec ces gens, cette façon de s'habiller, les langues. Donc après, ça a été... Bon, d'abord, ça a été l'Arménie avec le tremblement de terre. Et dès que mon travail sur la mémoire a débuté, donc en 99, donc effectivement, j'ai identifié un espace géographique qui faisait partie de l'Empire ottoman, qui en fin de compte a été le parcours de ces rescapés, de ces réfugiés à l'époque du génocide. Donc Iran, Irak, Arménie, Karabakh, Géorgie. Et aujourd'hui, je vais beaucoup en Anatolie. C'est-à-dire que c'est l'endroit où les Arméniens ont été dissous normalement. Alors, on voit bien l'origine. Question sur la méthode. De ce qu'on a aperçu de votre exposition, comment travaillez-vous? Bon, apparemment, le plus possible en noir et blanc. Je suis en argentique. Ouais. Parce que la démarche argentique, déjà, je ne vois pas mes photographies. Donc, je suis complètement immergé dans l'histoire. Le temps, c'est un allié pour ce travail, comme tous comment dire... Un travail artistique, par définition, le temps s'arrête, quoi. C'est qu'on est là justement pour se tromper, pour réfléchir, avoir la distance de choisir bien. Je crois que ce qui identifie essentiellement un artiste, c'est pas tant la technique que le recul qu'il a et le choix qu'il fait dans les pas pour la danse, les mouvements, pour la photographie. Vous prenez à la volée ou vous composez? J'ai différentes façons de travailler. En général. C'est plutôt, je prends tout ce qu'on me donne, quoi. Il se peut que je travaille beaucoup, il se peut que je fasse qu'une image. Donc, j'ai pas réellement un comportement... Est-ce que vous tirez vous-même Voilà. Ce qui est essentiel dans la photographie pour moi, c'est déjà l'editing, c'est-à-dire le choix des images. Et derrière, comment on conçoit cette photographie? Parce qu'une photographie, c'est qu'une promesse. Et un peu comme un mot, et la phrase va se constituer dans la façon de constituer l'image. Et le tirage, le maquillage à l'agrandisseur, pour moi, c'est là où je regarde mes tests, le temps se passe, donc le cerveau travaille. Et au bout d'un moment, soit je sens, soit je mets un certain temps à identifier, le tirage aboutit, quoi. On s'arrête sur 4 photos, et je vous demande une leçon d'humanité. Allons-y, première photo, elle s'appelle Allégoria, la première photo. Alors là, on est 1 an après donc, la commémoration des 1 an de la mort du journaliste Hrant Dink, et c'était des justes qui manifestaient pour la justice. Mont Ararat, qui est un emblème chez les Arméniens, il n'est plus chez eux, il est aujourd'hui en Turquie, en Anatolie, et c'est vraiment les Arméniens. On le voit de l'Arménie, donc là on est en Arménie, et pour les Arméniens, ce Mont Ararat, et je ne sais pas comment expliquer, c'est l'emblème, quoi. C'est un symbole de leur pays, quoi. Ce serait là que se serait posée l'Arche de Noé. Ergun, photo suivante. Alors la photo suivante, c'est un début de travail en couleur pour la simple et bonne raison que depuis peu, avec l'émergence en Turquie d'une volonté d'un regard sur cette histoire, la société civile et les intellectuels turcs se sont un peu emparés du génocide arménien. Il y a eu, depuis 3 ans, il y a des commémorations sur le génocide arménien. Et votre exposition a été présentée en Turquie grâce à un mécène turc. Donc ça c'est un signe. Voilà. 96 ans après le génocide, c'est la première exposition sur la mémoire des Arméniens en Turquie. Et en fait, à la suite de tout ça, il y a aussi une émergence en Anatolie de l'expression d'une identité arménienne à travers des Arméniens convertis. Justement après l'assassinat de Hrant Dink et les livres de Fethi Etchetin, qui a écrit sur le fait qu'elle a découvert que sa grand-mère était arménienne, elle a reçu des témoignages d'Arméniens d'Anatolie, islamisés, ou devenus alévis, qui commencent à exprimer leur identité arménienne. Donc on est dans la projection d'un avenir. En Turquie, il y a combien de gens d'origine arménienne encore aujourd'hui? Il y a peut-être 50 ou 60 000 Arméniens à Istanbul, c'est peut-être des chiffres erronés, mais je pense que c'est aux alentours. Est-ce que certains reprennent leur nom arménien? Alors, dans la région du Dersim qui s'appelle Tunceli, la main d'acier, puisqu'en 1937, il y a eu les troupes d'Atatürk qui ont été mater une révolte là-bas. C'est la seule région où les Arméniens ont été protégés non seulement par la société civile, mais par les chefs de tribus. Donc il n'est pas rare de trouver, je ne sais pas moi, à raison de 2 familles sur 4 ou 2 familles sur 5, une personne, un Alevi, qui a un grand-père ou une grand-mère d'origine arménienne. Et très répandu en fait. Donc c'est très intéressant parce que dans cette région, en plus les Alevis, leur croyance elle est très proche du christianisme. Je trouve que c'est vraiment un endroit où je me sens entouré d'Arméniens.
Et excusez-moi, la question, je crois qu'elle m'a échappé. Non, en fait. la question c'était est-ce que des Arméniens essaient de retrouver Voilà, leur et dans nom, cette région, il essaient de reprendre leur y en nom. a beaucoup qui veulent se baptiser, redevenir chrétiens et changer leur nom, c'est-à-dire d'un nom musulman, reprendre un nom arménien et un prénom arménien. C'est vraiment un mouvement qui est en train de se produire, et notamment dans cette région, c'est pour ça que je l'ai cité. Gdouts, je ne sais pas si on dit comme ça. Oui, Gdouts, c'est vraiment bien dit. J'ai des gros doux. Alors c'est un monastère dans la région de Van. Van, c'est le berceau du peuple arménien. Il y a 3000 ans, il a fusionné avec le peuple d'Urartu. Et c'est une île abandonnée où, au début du 19e siècle, il y avait des séminaristes, il y avait des prêtres, il y avait des messes. Et aujourd'hui, c'est habité par les goélands, quoi, par les oiseaux. Et puis, les braises ne brûlent que réunies. Alors voilà, c'est pour ça que cette photographie elle est importante, parce qu'on est 1 an après l'assassinat de Hrant Dink, le journaliste assassiné en 2007. Donc il y a un procès qui est en cours. Et donc cette société civile turque brandit des pancartes où il y a marqué « Justice pour Hrant », pour faire pression quand même, parce qu'on est dans un pays quand même où il y a des journalistes qui sont assassinés, on n'en parle pas. Donc on est dans un bouleversement dans ce pays, les choses avancent très vite. D'ailleurs, il a été condamné à 22 ans de prison, l'assassin de Hrant Dink au Gun Samast. Mais là, on est en 2008, donc il y a la pression de la société civile qui, chaque année, commémorative de l'assassinat de Hrant Dink, qui fait des manifs pour demander justice. Donc voilà, on est dans un avenir. À partir du moment où les Arméniens ne sont plus les seuls à se battre pour la reconnaissance de ce génocide, qui est actuel du fait de cette négation, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la négation qui actualise le génocide arménien, c'est le seul qui n'est pas reconnu. Ça dépend par qui, parce qu'en France, il y a eu des lois pour... En Turquie, je voulais dire. Ouais. En Turquie, par les descendants des bourreaux, on va dire. Vous pensez que ça peut changer je veux dire, quand le président français va en Arménie dire que voilà, il faut que la Turquie grandisse, entre guillemets, est-ce que vous pensez comment est-ce que vous... parce que vous êtes allé sur le terrain, parce que vous êtes de cette origine... est-ce que vous pensez qu'on est près de quelque chose ? Moi, je suis touché, forcément. Quand Chirac aussi a eu ce discours, j'ai été touché. Ce que je ne maîtrise pas, c'est le moment où ça se produit. Ce que je ne maîtrise pas, c'est le réel impact. Ce que je ne maîtrise pas, c'est qui le dit. Enfin, voilà, donc... La société turque, ces intellectuels, ce mécène qui vous permet de faire l'exposition, est-ce que vous pensez qu'elle est mûre pour qu'on puisse, qu'on puisse assumer son histoire ? Ah oui, franchement. Donc c'est une aujourd'hui, il y a un groupe d'intellectuels et de gens faisant partie de la société civile qui ont compris que le problème de la Turquie, dans la reconnaissance du génocide, parce qu'il y a eu une rupture, il y a eu, c'est l'Empire ottoman qui a provoqué cette tragédie. Il pourrait dire, il y a une rupture, on a créé une république, on n'est pas responsable. Mais comme il y a une continuité avec Kemal Atatürk, en fait, ce qui dérange, c'est de désacraliser le culte de la personnalité autour d'Atatürk. Et le jour peut-être où ils vont le déboulonner, à ce moment-là, ce sera plus facile de pouvoir reconnaître. Les dieux brûlants, ça fait l'objet d'une édition également, et c'est une édition en arménien. C'est la première fois que... C'est la première fois dans cette collection Photopoche. J'ai été suivi par Robert Delpire lui-même. Alors j'étais au cul de la machine pour dire que ce soit bien imprimé, c'est important. Avec Benoît Rivero aussi. Et en fait, dans cette collection mythique, initiée par Robert Delpire, c'est le premier numéro en bilingue, quoi. De la Vallée, un mot de commentaire sur ce qu'a dit celui qui a failli être chorégraphe. Non, pas chorégraphe. Non, pardon. qui a failli être danseur professionnel. Ouais, je crois que c'est très important quand même que dans un pays, qu'il y ait un mouvement des intellectuels qui prennent des choses en main. Et ça, par exemple, chez moi, c'est vraiment pas le cas. Et c'est là où je suis aujourd'hui, en fait, quoi. Je me bats à ce que des psychologues, des sociologues, des historiens, parce qu'il y en a, chez nous, les avocats et tout ça, des grands intellectuels se retrouvent éventuellement... Il y a beaucoup à écrire sur la guerre de 93 ? Non, il n'y a pas encore... on n'a pas beaucoup écrit. Mais est-ce qu'il y a à écrire ? Je crois qu'il y a beaucoup à écrire. Il y a Dieudonné Nianguna qui est déjà là, je ne sais pas si on l'a reçu, connaissez. Dieudonné qui est écrivain, que j'aime bien, qui est génial, qui, c'est sûr qu'il va écrire sur la guerre de 1993. Jean-Luc Hennig, un mot de commentaire sur les... D'abord, les photos sont magnifiques, vraiment. La reconnaissance de l'identité arménienne est importante, la reconnaissance de l'identité kurde aussi, mais la reconnaissance de l'identité turque par l'Europe serait pas mal non plus.
C'est vrai que ça fait partie des... Voilà, donc, mais en tout cas, c'est un travail équilibres magnifique, hein, vraiment. Merci. Mais si on continue cette émission avec Avoir le choix, et Avoir le choix, c'est François Morel, Mircea Cantor ou l'exercice de l'État. Sophie Joubert. C'est le meilleur film de Godard. Nous sommes en plein délit. Jean-Louis Bory et Georges Charansol étaient les frères ennemis de la critique cinéma. Dans les années 60-70, leurs bagarres homériques ont fait les grandes heures de l'émission de radio Le Masque et la Plume. Ils sont aujourd'hui interprétés par Olivier Broche et Olivier Saladin dans un spectacle mis en scène par François Morel. J'écoutais Le Masque et la Plume quand j'étais jeune. Je me souviens que j'avais une dizaine d'années. Bon, eh bien moi je m'excuse. Mais je voudrais exprimer une opinion nuancée. Je crois qu'on a fait du théâtre aussi à partir des échanges entre Bory et Charansol, parce qu'eux-mêmes avaient décidé de faire du théâtre. Non mais je comprends pas. Oui. Bon ben je vais... Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je vais essayer d'expliciter. Quand Bory est arrivé dans l'émission Le Masque et la Plume, Charansol était là depuis plusieurs années. Il trouvait que l'émission ronronnait, tournait en rond. Et quand Bory est arrivé, il s'est rendu compte qu'ils avaient vraiment deux visions complètement différentes du cinéma. Et ils se sont dit, ça serait peut-être bien qu'on s'amuse un peu plus. Démonstration. Un jeune homme sexuellement séduisant. Oui, alors moi, j'avoue que... Bon, Mais Charansol, on ne vous demande pas d'être habité par la grâce. Bory militait beaucoup pour la défense de l'homosexualité, et puis était aussi pour l'avortement. Enfin, il y avait des grands combats comme ça, et sans doute que sa vision du cinéma, parfois, se confondait avec ses combats politiques. Alors que Charansol a un côté plus distant, plus fédérateur. La première, c'est que c'est peut-être le premier film véritablement érotique, c'est-à-dire au sens où je comprends ce mot. De temps en temps, je ne vous cache pas qu'on a rajouté certaines choses et qu'on a profité de certaines improvisations qu'a pu faire notamment Olivier Saladin autour du moment Alain Delon, par exemple. On ne voit qu'Alain Delon, on ne quitte jamais Alain Delon au téléphone. Allô ? Alain Delon cesse de téléphoner. Au revoir. Et puis il fallait que ce soit intéressant, les échanges qu'il y avait entre Bory et Charansol. Il fallait que les deux personnages aient des choses à défendre. Marlon Brando est ridicule. Il promène un prognatisme de gargouille désabusé pendant 3 heures. Je me dis, les critiques sont comme le public, comme les artistes. De temps en temps, ils se trompent et de temps en temps, ils nous embarquent dans le plus beau cinéma. Un ministre des Transports doit gérer une crise grave. Un car a versé dans un ravin, provoquant la mort de plusieurs enfants. Dans l'exercice de l'État, le réalisateur Pierre Scholler nous emmène au cœur du pouvoir. Le ministre doit aussi mettre en œuvre la privatisation des gares, une réforme qu'il ne cautionne pas. Peut-on servir l'État sans se compromettre, avec Olivier Gourmet dans le rôle de l'homme politique et Michel Blanc, impénétrable directeur de cabinet. Monsieur le ministre... Oublie le ministre, il n'y a pas de ministre qui tienne, il n'y a pas de conseiller, je te parle d'homme à homme. Tu veux me lâcher? Monsieur le ministre, nous sommes attendus... Tu es avec moi ou contre moi? À Matignon, dans une... Merde! Ce n'est pas quelques gars qui vont bousiller 10 ans d'une amitié comme la nôtre, pas toi, Gilles. Si toi tu fais défaut à l'estime, sur qui je peux m'appuyer, moi? Sur qui? Quelques gars? Oui, quelques gars. C'est une révolution du territoire. Vous ne faites pas une révolution avec des doutes. C'est ainsi que tu le vois, ce n'est pas ainsi que je le vois. Moi, je vois une amitié. Et cette amitié nous oblige, toi comme moi. Vous avez raison. Je crois qu'il est temps de préparer notre rendez-vous. Yann, s'il vous plaît. Depuis le 15 septembre, le Centre d'art d'Ivry-sur-Seine est installé dans le bâtiment de la Manufacture des œillets, une ancienne usine fermée au public en 2001. Pour l'ouverture de ce nouveau lieu, les 450 mètres carrés d'exposition ont été confiés à l'artiste Mircea Cantor. Cet avion de chasse ficelé à un hameçon géant est un leurre de pêche fabriqué avec des bidons de pétrole. L'œuvre évoque les jouets fabriqués en Afrique ou en Asie avec des canettes recyclées. C'est aussi un symbole de puissance laissé à l'abandon.
Le motif de l'hameçon est repris sur une série de vignettes enluminées à la feuille d'or. En Roumanie, dans les années 80, ces images étaient offertes avec des chewing-gums. Mircea Cantor expose une collection venue de son enfance. Je ne suis pas très nostalgique avec les choses Roumanie, post-communisme. Et en fait, j'utilise des choses qui sont propres à un contexte seulement, mais seulement, s'ils ont un écho plus large. L'exposition s'intitule « More chicks than slaps », plus de joues que de gifles. Cette phrase écrite au néon fait référence à la sentence de l'Évangile « Tu tendras l'autre joue ». Peut-être une réflexion sur la passivité. L'artiste n'assène pas de message, il propose des pistes de réflexion. Mircea Cantor a commencé par la photographie avant d'expérimenter des supports divers, calligraphie chinoise, installation ou vidéo. Le film Tracking Happiness, Traquer le bonheur, montre cette femme munie de balais qui efface des traces inlassablement. C'est un geste qui parle de nous, notre présent en train de s'effacer et en train de laisser de nouvelles traces et qu'on fait croire qu'ils vont durer. Mais pour moi, ça, c'est de la folie. Le chiffre 7 revient régulièrement dans l'œuvre de Mircea Cantor. 7 comme les 7 jours de la création ou les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Rainbow est une sculpture transparente qui évoque à la fois la paix, l'enfermement et la surveillance des individus. Ce sont mes traces de doigts faites en arc-en-ciel, qui est un fil barbelé qui joue sur cette ambivalence de la limite de l'intimité à laquelle on est confronté de nos jours, avec toutes ces choses de génétique, de fichage. Moi, c'est une sorte de signal d'alarme. Génétique, fichage, signal d'alarme. On a beaucoup parlé d'art contemporain dans cette émission avec Claude Lévesque tout à l'heure. Mircea Cantor fait partie des 4 nominés pour le prix Marcel Duchamp, qui sera remis, tiens donc, à la FIAC, je crois que c'est le 22 octobre prochain. Et puis à propos du spectacle de Morel de Daniel Garcia et Janine Marc-Peset, C'était Bory, c'est aux éditions Cartouche. Messieurs, est-ce que vous avez un objet avec vous? Je n'ai pas oublié de vous demander, je voulais le faire à la fin pour qu'on... Mais en tout cas, moi, j'ai un objet précieux que j'ai laissé au Congo parce que je ne savais pas que je devais me retrouver ce soir sur ce plateau. Qu'est-ce que c'est? J'ai ramené ce qu'on appelle un baume de nègre. Moi, je l'appelle baume de nègre. Et donc, c'est un produit, en fait, que moi et les danseurs, que nous utilisons, en fait. Nous le mettons c'est du camphre ou... Voilà, nous le mettons sur la peau. C'est très bon pour les rhumatismes, pour les relaxations musculaires. Baume du tigre. Ouais, voilà. Et donc j'ai pensé à emmener parce que c'est un tout petit peu un objet magique pour nous, quoi. C'est un produit magique pour nous et moi et les danseurs. Voilà. Jean-Luc Guény. Alors moi j'ai apporté quelque chose qui n'est pas du tout aphrodisiaque. J'ai apporté un briquet. C'était un briquet que m'a donné ou que m'a laissé Griselidis. C'est le seul objet qu'elle m'a laissé. Son briquet. Son briquet. C'est un briquet, c'est fait pour donner du feu, mais aussi pour mettre le feu. Et puis c'est un briquet vert. Et le vert, c'est... André Breton écrivait toujours en vert. Je pense que la force du surréalisme, au fond, ça lui convenait assez bien. Alors là, vous venez de m'apprendre quelque chose. Je ne savais pas qu'André Breton écrivait toujours en vert. Toujours en vert. Et en fait, vous venez de lever une malédiction qui aurait pu peser sur ce plateau. Parce que la productrice de cette émission est corse. Et alors ? Et elle déteste le vert. Et quand quelqu'un vient en plateau avec une veste verte, immédiatement, elle lui fait changer de veste. Ça va jusque-là. C'est pas photogénique, le vert ? Non, ça porte malheur. Ça porterait malheur. Oui, au temps du le théâtre. Vert est la couleur de l'islam. Le vert était... Le vert est une couleur magnifique. Bon, voilà. Alors, mais là, le Breton écrivait en vert, donc c'est fini, la malédiction. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas d'objet, vous ? En fait, j'ai commencé à chercher pour Ah non, c'est un objet qui vous prolonge. Pour accepter, mais je ne suis pas du tout fétichiste. Donc, en fait, j'ai que le mieux, c'était d'expliquer qu'il n'y avait aucun objet vraiment qui... Il n'y a que vous qui compte. Non, c'est l'utilisation des objets que vous avez dans la tête. On se quitte en musique, si vous permettez, avec Slow Joe et The Ginger Accident pour un deuxième extrait de leur album. Ça s'appelle Cover Me Over. Slow Joe au chant, Cédric Delachapelle à la guitare, Alexis Morel-Journel à la basse et Denis Trouflot au clavier. Musique.
Cover me over. And over again. Cover me over. With your flaming love, please let me see your love burn for me. And you will see me yearn for you. It never seems to stop. The scorching desire. Show me your mercy. I've been waiting so long. For you to cover me. With every love song, Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you very much to you. Thank you. Bravo, merci. On termine cette émission avec deux, trois informations. La première, si j'arrive à retrouver mes lunettes, les voilà. La première, c'est que la peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis et qu'il y avait au 1er octobre en France 64 147 personnes incarcérées. Il n'y a que 56 562 places opérationnelles. C'est toujours la surpopulation dans les prisons françaises et ça augmente. Deuxième information, elle est importante puisque la semaine prochaine, j'aurai 20 ans, donc vous aurez l'occasion de me souhaiter un bon anniversaire. Non, ça fait que 20 ans qu'à cette heure-là, aux alentours de minuit, plus près de 1h du matin que de minuit, il y a une émission qui s'est appelée Le Cercle de minuit, Le Cercle ou des mots de minuit, et que la semaine prochaine, on célèbre les 20 ans de cette case horaire de troisième partie de soirée, comme on parle quand on est stratège de la télévision. Quand on parle avec son cœur, ce que je note simplement, c'est que dans cette émission de la semaine prochaine, on essaie de passer en revue près de 6000 invités
Et ces similarités, ce qui nous a toujours semblé aux uns et aux autres formidable, c'est qu'ils sont blancs, ils sont jaunes, ils sont verts, ils sont noirs, ils sont peau rouge, ça existe aussi. Et que similarités qui chantent, qui dansent, qui écrivent, qui font du cinéma, etc., nous ont beaucoup apporté et qu'on a essayé de les mélanger dans une conversation que vous prolongez encore aujourd'hui. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec notamment ceux du Canal historique, Michel Field, Frédéric Mitterrand, Laura Adler, Mine ou Bernard Rapp qui nous a quittés. Voilà, on fera ces 20 ans la semaine prochaine. Merci à vous en tout cas d'être venu dans cette émission. C'était un plaisir et on se retrouve la semaine prochaine. Bonsoir, bonne nuit.